Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 1.3 qui va porter sur les treillis. Les treillis, ça va être l'application à l'architecture principale qu'on va voir de l'équilibre de translation. Avant de commencer, par contre, j'aimerais qu'on fasse les réponses aux exercices du vidéo précédent, 1.2. Donc, il y avait d'abord cet exercice-ci où je disais, sachant que les blocs bougent à vitesse constante, trouver toutes les forces qu'ils subissent. Fait que je vais suivre les 3 étapes de méthode de travail que je vous ai montrées. Première étape, je vais faire un diagramme de force pour chacun des 2 blocs. Donc, je les dessine en les représentant tels qu'ils sont. Je commence par les redresser ou un affaire de même. Le poids, c'est vers le centre de la Terre. Je suis la séquence poids, tension, normale, frottement. Donc, chaque bloc subit un poids parce qu'il est attiré par la Terre. Tension. On pourrait appeler ça T1, T2, mais je vais mettre T et T parce que c'est la même corde, puis la poulie n'affecte pas la valeur de la tension. Dans votre cours, les poulies sont toujours parfaites. Donc la valeur de la tension, chaque bord de la poulie est la même. Poids, tension, je suis rendu à normal. Le bloc de droite ne touche aucune surface, donc il subit aucune normale. Par contre, le bloc sur le plan incliné subit une normale exercée par cette surface-ci. La normale est à angle droit avec la surface, donc elle est orientée comme ceci. Et frottement. Là, il faut se demander si le bloc de 5 kg il est en train de monter ou descendre. Parce que le frottement il nuit au glissement le long de la surface. Fait que si le bloc est en train de monter, le frottement est vers le bas. Puis si le bloc de 5 kg est en train de descendre, le frottement est vers le haut. Logiquement, il est plus lourd, là, fait que ça devrait vous sembler évident qu'il descend. Mettons que vous avez fait l'hypothèse inverse. Vous avez choisi, vous autres, que le frottement il est par en bas. Bien, à la fin des calculs, vous auriez obtenu pour module une valeur négative, ce qui indique que l'hypothèse était dans le mauvais sens. Deuxième étape. Pour chacun des blocs, je vais écrire somme des forces en X, somme des forces en Y. Ici, c'est très facile parce qu'il n'y a pas de X, il y a juste Y. Somme des forces en Y est égale à MA, puis l'accélération vaut 0 parce que le bloc bouge à vitesse constante. C'est écrit dans la question. J'ai plus T moins P2 égale 0. Puis P2, c'est 2 kg fois 9,8. Ça fait 19,6. Donc, on a obtenu que la tension est 19,6 N. Ensuite, pour le deuxième bloc, votre premier réflexe a peut-être été de choisir le système d'axe comme ceci. Mais c'est une grave erreur ici. Parce que là, ça ferait que le poids est seulement parallèle à l'axe des Y, mais que les 3 autres forces, il faut les décomposer en X puis en Y. Un vraiment meilleur choix de système d'axe, c'est de prendre l'axe des X parallèle au plan incliné. Donc l'axe des Y perpendiculaire au plan incliné. Comme ça, la normale est parallèle à Y, la tension puis le frottement sont parallèles à X, puis il y a seulement le poids qui est à décomposer en X puis en Y, comme ceci. Fait que je vais faire ça. Donc là, j'ai somme des forces en X égale 0. En X, je vais avoir plus T, qui est vers la droite, plus F, qui est vers la droite aussi. Puis ici, j'ai la partie du poids qui est opposée à cet angle-là. L'angle de 30 degrés qu'il y a ici, c'est le même angle que j'ai là, 30 degrés aussi. Je pense que c'est assez évident. Si vous ne le voyez pas avec la géométrie, faites-moi signe, là, je vais vous expliquer. Mais en gros, là, c'est quelque chose que vous allez voir souvent dans tous les plans inclinés au monde. L'angle entre le poids et la normale, c'est le même angle que l'angle du plan incliné. Fait qu'ici, ma composante de force est vers les x négatifs. Donc, c'est moins P1 sin de 30. Sin parce que c'est le côté opposé à l'angle de 30 qui est ici. Égale 0. Là, j'ai 2 choses là-dedans. Je connais la tension, 19,6. Puis je connais le poids parce que c'est 5 kg fois 9,8, ce qui fait 49. Fait qu'il reste rien capitonné. 49 sin 30, ça fait 24,5. Sin 30, c'est 0,5. Fait que le frottement vaut 24,5 moins 19,6. Ça fait 4,9 newtons. J'ai aussi la somme des forces en Y égale 0. En Y, je vais avoir la normale qui est vers les plus Y. La tension, le frottement n'ont pas de composante Y, c'est 0. Puis je vais avoir la composante Y du poids ici, qui est vers les Y négatifs, donc moins,
puis c'est le côté adjacent à l'angle de 30. Donc, moins P1 cos 30. Fait que j'obtiens finalement que la normale, c'est 49 cos de 30. Ça fait 42,44 newtons. Fait que là, j'ai trouvé les trois forces que je cherchais. La normale, le frottement, puis la tension. Le deuxième exemple ici, la seule chose qui changeait, c'est que le bloc de 5 kg est rendu à droite, puis le bloc de 2 kg est rendu sur le plan incliné. Fait que c'est le même diagramme de force, sauf que le frottement il est en sens inverse. Parce que maintenant, le mouvement est vers le haut du plan incliné. Fait que le frottement est vers le bas du plan incliné pour s'opposer à ce glissement-là. Fait que pour tout ce qui est le bloc suspendu, ça ne change rien, à part évidemment que le poids, c'est plus 2 kg fois 9,8, c'est 5 kg fois 9,8, ce qui fait 49 newtons ici. Puis dans la somme des forces en Y aussi, il n'y a rien qui change, à part le fait que le poids du bloc sur le plan incliné, c'est plus 49 newtons, c'est rendu 19,6. Fait que si on n'a plus 42,44, on a 16,97 newtons. Puis le gros changement, c'est qu'ici, le signe est rendu un moins. Parce que le frottement, au lieu d'être vers le haut du plan incliné, il est rendu dans le sens négatif de l'axe des X. Le poids, bien sûr, n'est plus 49, il est 19,6. Fait que si on pitonne, la tension était 49, moins le frottement, moins le poids qui est 19,6 sin 30 pour sa composante. Là. Fait que le frottement, on obtient que c'est 49 moins 19,6 sin 30. Ça fait 39,2 newtons. Ensuite, le troisième exercice que je vous ai donné, c'était seulement de tracer les diagrammes des forces. Ici, j'ai deux blocs. Donc, celui du haut, celui du bas. Ne faites pas votre diagramme des forces comme un tas de flèches sur le schéma. Ça vaut rien, ça. Parce que si vous me faites une flèche ici, c'est-tu la flèche sur le bloc du haut ou sur le bloc du bas? Je ne le sais pas. Il y a beaucoup d'étudiants qui mettent ces flèches-là à l'envers. Comment je suis censé savoir qu'elle est sur le bon bloc? Fait que, si vous voulez tous vos points pour les diagrammes de force, là, vous faites une séparation claire des deux objets. Poids, tension, normale, frottement. Fait que là, je commence avec le poids. Tension. Le bloc du bas subit deux tensions, que je vais appeler T1 puis T2. Normale. Le bloc du haut se fait soutenir par le bloc du bas. On va appeler ça la normale sur le bloc 1 par le bloc 2. Si vous voulez appeler vos normales N1, N2, N3, N4, je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'aime ça, cette notation-là, qui dit la normale sur 1 par 2, puis sur 2 par 1. Parce que comme ça, on voit bien facilement que ces deux normales-là, N12 puis N21, c'est une paire action-réaction. Poids, tension, normale, là je suis rendu à frottement. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un frottement? Si j'ajoute un frottement ici, une force horizontale, ce diagramme-là ne sera plus à l'équilibre. Donc, il ne peut pas y avoir de frottement. Parce que si j'ajoute un frottement ici, il y en a nécessairement un là, parce que les forces viennent toujours en paire. Fait que comme on vient de dire que celui sur le bloc 1 n'existe pas, ben celui sur le bloc 2 ne peut pas exister non plus. Il n'y en a pas du tout de frottement. Deuxième diagramme ici, j'ai deux blocs qui bougent à vitesse constante. Donc je dessine celui du haut, celui du bas. Je commence avec la force qui est fournie dans l'énoncé, toujours. Hein. Si vous avez des forces d'être humain ou de whatever là, qui sont fournies dans l'énoncé, commencez toujours avec ça. Vous ne les oublierez jamais. Puis là, je fais poids, tension, normal, frottement. Donc chaque bloc a un poids. Tension. Ben, le bloc du haut est attaché à un bout de la corde, ici. Puis le bloc du bas est attaché à l'autre bout de la même corde, ici. Je peux appeler ça T1, T2, mais je vais appeler ça T puis T pour montrer que c'est la même corde, donc c'est la même tension. Je suis rendu à normale. Ici, j'ai N12. Puis ici, j'ai N21. Là, on a un autre normal ici qui est N2 par le plancher, là, si vous voulez. Là. La surface qu'il y a là. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Regardez le tour de chaque objet. Lui, là, il est en contact avec une surface qui est celle du bas. L'objet du bas, là, il est en contact avec deux surfaces. Celle en bas, puis celle en haut. Sur chaque diagramme, il faut qu'il y ait une normale pour chaque surface qui pèse sur l'objet. Fait qu'une sur celle du haut, puis deux sur celle du bas. Fait qu'on les a toutes mis. Là, on est rendu à frottement. On a fait poids, tension, normale, on est rendu à frottement. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du frottement?
La question ne dit pas si les blocs jaunes sont rugueux ou pas. Par contre, la question me dit que les blocs bougent à vitesse constante. Vitesse constante égale équilibre. Il faut qu'il y ait équilibre des forces. Là, regardez le diagramme du haut. Comme c'est là, j'ai une tension vers la droite puis aucune force vers la gauche. Fait que c'est absolument évident qu'il doit y avoir un frottement. Sinon, je ne peux pas être à l'équilibre. C'est le frottement sur le bloc 1 par le bloc 2. Puis la réciproque est ici, là. C'est le frottement sur 2 par 1. Est-ce qu'il y a du frottement sur le bloc du bas au plancher? Ben là, on dit que les blocs en gris sont rugueux. Puis comme ils glissent dessus, ben il y a du frottement. Donc le bloc va vers la gauche. Le frottement nuit à ce mouvement-là. Donc il est vers la droite. Il nuit au glissement, je devrais dire. Il nuit pas au mouvement. Troisième situation. Encore une fois, deux blocs superposés, mais un qui est immobile puis l'autre qui bouge à vitesse constante. Trois tensions normales frottement. Oh, j'ai oublié de mettre en commençant la force qui est fournie dans l'énoncé. Excusez. Tension, j'en ai une seule ici. Le bloc du bas ne subit aucune tension. La corde est attachée au bloc du haut. Donc là, j'ai poids, tension, on est rendu à normal. Le bloc du haut, si je fais le tour, il touche à une surface, en bas. Le bloc du bas, si je fais le tour, il y a deux surfaces. Une en bas, puis une en haut. Fait que le bloc du haut subit une seule normale, mais le bloc du bas subit deux normales. Ça, c'est la normale sur le bloc 1 par le bloc 2. La réciproque, la normale sur le bloc 2 par le bloc 1. Puis ici, j'ai la normale sur le bloc 2 par le plancher, mettons. Poids, tension, normale, je suis rendu à frottement. Ici, clairement, il y a un frottement pour que mon bloc soit à l'équilibre. F1, 2. Toute force doit avoir sa réciproque. Fait qu'ici, j'ai F2, 1. Il y a un frottement ici, même si le bloc du haut reste immobile. Parce que le bloc du bas essaye d'entraîner le bloc du haut avec lui. Si les deux blocs bougeaient ensemble, il n'y aurait pas de glissement l'un contre l'autre. Fait que le frottement essaie de nuire au fait que le bloc du haut reste en arrière. Puis j'ai aussi le frottement au sol, qui est le même que tantôt. Voilà. Et le dernier, celui-là est un peu plus difficile. Le ballon, poids, tension normale, frottement. Donc j'ai un poids, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de corde. J'ai deux normales ici, une exercée par la main, puis l'autre exercée par le mur. On peut les appeler N1 puis N2. Là. Puis là, est-ce qu'il y a des frottements? Ben, clairement, ici, je ne serais pas à l'équilibre s'il n'y avait pas une force vers le haut. Parce que j'ai une force vers le bas, ça me prend une force vers le haut. Là, ici, ce qui n'est pas facile, c'est est-ce qu'il y en a une à gauche, une à droite ou les deux? Je vais vous donner la réponse, c'est les deux. Puis, à ce point-ci dans le cours, la seule manière que vous avez de voir ça, c'est d'imaginer qu'est-ce qui arrive si, mettons, vous reculez un petit peu en tenant le ballon, là, juste ce bord-là. Est-ce que vous voyez que ça fait comme un axe de rotation, là, puis le ballon, il va descendre comme ça. Ce qui veut dire que le mur ici, il retient par en haut. C'est ça, ce frottement-là. Puis à l'inverse, si vous le laissez genre glisser contre votre main, puis qui pivote autour de ce point-là, donc il y a un axe de rotation ici, le ballon, il pourrait tourner comme ça. Mettons qu'il serait collé au mur, là, puis là, vous le lâchez. Fait que ça veut dire que, vu qu'il n'est pas en train de pivoter comme ça, votre main aussi le retient par en haut. Donc, il y a bel et bien les deux frottements. Ce genre de raisonnement-là va devenir plus clair quand on va étudier la rotation dans la section 2 du cours. Alors, voilà pour les exercices. Maintenant, on est prêt à commencer le vidéo 1.3 comme tel. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est exactement un treillis? Puis là, je vais vous donner une notation là, pour identifier les morceaux d'un treillis. On va faire une liste d'hypothèses qu'on va toujours considérer comme étant valables à chaque fois que vous allez étudier un treillis. Je vais vous faire la différence entre ce que j'appelle les forces internes et les forces externes au treillis. Puis on va voir une seule technique pour solutionner les treillis, c'est-à-dire trouver toutes les tensions et toutes les compressions dans chaque barre qui compose le treillis. Alors, qu'est-ce que c'est un treillis? Ben, en gros, c'est une structure qui est composée de barres qui forment des triangles. Vous allez souvent en rencontrer qui sont des fermes de toit dans les maisons, mais même dans les ouvrages de génie civil plus avancés, là, comme le pont de Québec par exemple, c'est tout fait en treillis, même la tour Eiffel. Donc les treillis, c'est n'importe quoi qui est fait avec des barres, puis qu'on a fait des triangles avec. Pourquoi des triangles? Ben, si on fait une structure, mettons, rectangulaire, puis là on exerce une force ici, puis une force là,
le rectangle, il va être capable de se déformer puis de prendre cette forme-là. Tandis qu'avec un triangle, si j'exerce des forces, le triangle il va conserver sa forme. C'est pour ça qu'on fait des structures en triangle. Maintenant, la notation. On appelle un nœud chacun des points de jonction entre les bords d'un treillis. Les nœuds, on va les désigner par des lettres, A, B, C, D, E, F. Habituellement, on prend A et B pour les deux appuis. Donc, mettons une ferme de toit qui est supportée par un mur à chaque bout. Ben, les nœuds ou les murs sont à côté, on va les appeler A et B. Après ça, on va numéroter les autres C, D, E, F là, dans l'ordre. Les barres, elles, sont désignées par deux lettres, celles qui identifient chaque extrémité. Donc, mettons que je dessine une ferme de toit. J'aurais A ici, B là, C, D, E, F, G. Fait que la barre CE, c'est cette barre-là. Le nœud G, ben c'est ce point-là. Voilà. Maintenant, les hypothèses de base pour étudier un treillis. La première chose, on va toujours considérer que les charges externes, qui sont toutes les forces extérieures sur le treillis, sont exercées seulement à des nœuds. Donc, si je reprends mon exemple de ferme de toit, puis qu'il y a de la neige sur l'ensemble du toit ici, ben pour vrai, c'est une charge répartie. Là. Fait qu'il faudrait dire qu'il y a une charge tout le long comme ça. Mais on ne fera pas ça parce que ça ferait des calculs épouvantablement compliqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'il y a une charge ici, une charge là, puis une charge là. Mettons le tiers aux trois endroits. À la fin, on obtient une approximation, mais qui est très très bonne. Deuxième hypothèse, on va considérer que toutes les barres, c'est des barres légères. Je vous rappelle, c'est quoi une barre légère? On a vu ça plus tôt. Ça veut dire qu'on peut considérer que son poids est négligeable, puis que les forces de tension ou de compression sont alignées sur l'axe de la barre. Ça veut dire que ça simplifie beaucoup le problème, parce que, par exemple, au nœud ici, je sais qu'il va subir trois forces, une parallèle à ça, une parallèle à ça, puis une parallèle à ça. Ça, c'est beaucoup plus simple que si j'avais considéré des poutres. Mettons une poutre, étant donné qu'il y a un poids, les forces ici aux extrémités ne sont pas alignées sur la barre parce qu'ils doivent équilibrer le poids. Puis là, ça devient beaucoup plus difficile de trouver l'orientation. Puis la troisième hypothèse, tous les nœuds, on va considérer que c'est parfaitement articulé. Fait que c'est comme s'il y avait une vis avec un roulement à billes. Là. Je sais que dans la vraie vie, c'est pas ça. T'sais, une ferme de toit, vous allez avoir, par exemple, une planche qui arrive comme ça. Là, ils vont mettre une plaque en métal qui est pinée dans chacune des deux tiges de bois. Mais tu sais, si tu t'en vas à l'autre bout de ce 2x4-là, puis tu exerces une force ici, tu peux très facilement arracher ça. Là. C'est pas quelque chose qui est conçu pour être capable d'empêcher les poutres de tourner. C'est pour ça que je dis, si on considère que c'est des articulations parfaites, ça simplifie les calculs. Ça veut dire que les articulations ne peuvent subir que des tensions ou des compressions. Ils ne sont pas capables d'exercer quelque chose en rotation. C'est pour ça que les treillis, c'est une application qu'on étudie dans le contexte de l'équilibre de translation. Avec cette hypothèse-là, on fait comme si toutes les forces n'avaient absolument aucun effet en rotation. Fait que finalement, notre objectif quand on étudie un treillis, c'est seulement de calculer la tension ou la compression qu'il y a dans chaque barre qui compose le treillis. Je trouve ça important qu'on se demande si les hypothèses qu'on vient de faire sont valables. La première chose, les charges externes exercées juste à des nœuds, ben, souvent les charges réelles sont réparties. Mais tu sais, si on la split en un grand nombre de nœuds, on va avoir quelque chose qui n'est pas si loin de la réalité. Deuxième hypothèse, les barres sont des barres légères. Ben, si on prend l'exemple d'une ferme de toit, juste le pontage en plywood puis des bardeaux d'asphalte qu'il y a sur le toit, c'est des centaines de kilos. En comparaison, là, le petit 2x4 ici, là, il n'est pas bien pesant. Là. Fait qu'on peut négliger son poids, ça c'est une très très bonne hypothèse, très réaliste. Puis les articulations, comme j'ai dit, dans un vrai treillis, il y a quelque chose qui empêche les barres de tourner les unes par rapport aux autres, mais ça a ses limites. Là. C'est pas capable de retenir énormément. Fait que c'est des hypothèses qui sont, disons, une certaine approximation de la réalité. Elles ne sont pas là, parfaitement exactes, mais elles vont permettre de faire un calcul qui est très très simple. Fait que ça, c'est un gros avantage qui vaut l'inconvénient. Fait que si on obtient une tension de, je sais pas, là, on va dire 10 kN dans une des barres, ben peut-être la vraie, ça va être 10,8.
Fait qu'on ne prendra pas de chance, puis on va appliquer ce qu'on appelle un facteur de sécurité. On va concevoir notre treillis pour que chaque barre soit capable d'endurer 3 fois, 4 fois, 5 fois la valeur qu'on a calculée. Maintenant, dernière chose avant de voir la méthode d'étude d'un treillis, qu'est-ce que c'est les forces internes puis les forces externes? Ici, j'ai dessiné un treillis qui a juste un triangle, là, pour simplifier, donc 3 nœuds. Si on considère l'ensemble du treillis comme un unique objet, imaginez que c'est plein ici, là, si ça peut vous aider à visualiser. On a un objet, ben, les forces externes, c'est les forces qui sont exercées sur cet unique objet-là. Donc, par exemple, ici, ça serait la réaction, la normale exercée par le mur A, la normale exercée par le mur B, puis une charge externe sur le toit, comme la neige, par exemple. Donc, ça, c'est les forces externes. Chaque force externe, elle va être identifiée par une lettre. Donc, par exemple, sur un diagramme de force, ici, on pourrait l'appeler C. Celle-là, on pourrait l'appeler A. Celle-là, on pourrait l'appeler B. C'est toutes des normales, hein? Fait qu'on ne prendra pas le temps de les appeler NA, NB, NC. Ça fait bien des N pour aucune raison. On va juste les appeler ABC dans un contexte comme celui-ci. Les forces internes, elles, c'est quand on considère chaque nœud puis chaque barre qui compose le treillis comme un objet distinct. Donc, par exemple, ici, j'ai la barre AC, que je considère comme étant séparée des nœuds A et C qui sont situés à ses extrémités. Même chose pour la barre AB ici, puis ainsi de suite. Fait que pour comprendre c'est quoi les nœuds ABC, imaginez ici que ce sont des barres légères percées d'un trou aux extrémités, puis qu'on fait juste passer une tige par ce trou-là, là, qui permet aux barres d'être articulées entre elles. Bien, les nœuds ABC, c'est genre la tige. Si je considère chacun de ces objets-là, ben là, j'ai mis en rouge encore les forces externes, mais j'ai ajouté par contre des forces en bleu qui sont les forces internes. Donc ici, par exemple, cette force-là en bleu, c'est la force que la barre AC exerce sur le nœud A. Puis la force ici en bleu, c'est la force que exerce la barre AB ici sur le nœud A. Fait que c'est l'ensemble de la force externe en rouge puis des deux forces en bleu qui fait que la pin, la tige A, elle est à l'équilibre. S'il y avait juste la force externe en rouge, on voit bien que la tige A partirait par en haut, là. Puis c'est pas ça qu'elle fait, c'est parce que les barres sont attachées après, puis ils exercent des forces dessus. Fait que les forces internes en bleu, c'est celles que les nœuds puis les barres exercent les uns sur les autres. Les forces externes en rouge, c'est celles que d'autres objets qui ne sont pas le treillis exercent sur le treillis. Les forces internes, on les identifie comment? Ben, on va utiliser deux lettres, les deux mêmes que celles qui identifient la barre. Par exemple, ça ici, c'est la barre BC en minuscule. Ben, les forces, on va les appeler BC en majuscule. Là, côté notation, je ne commencerai pas à mettre des primes là, pour dire ah, c'est pas la même orientation, donc c'est pas le même vecteur. Quand c'est la même barre, on va appeler ça BC. Puis même si celle-là pointe vers la gauche puis celle-là pointe vers la droite, on va utiliser le même symbole. Dernière chose avant de passer à la méthode, j'aimerais ça qu'on regarde les diagrammes de force sur les barres. Est-ce que ça servait à quelque chose des tracés? Donc, par exemple, ici, j'ai la force AC qui met en compression la barre AC. Puis j'ai la même force à l'autre extrémité qui met en compression la barre AC. C'est la même force à chaque bout parce qu'on les a considérées des barres légères, fait qu'ils n'ont pas de poids, tout ça. Fait que chacune des barres légères subit nécessairement seulement deux forces. Pour qu'elles soient à l'équilibre, c'est sûr que les forces à chaque bout vont toujours être de module égal. Soit que ça va être en tension, comme ça, soit que ça va être en compression, comme ça. Mais c'est finalement toujours pareil, une de ces deux possibilités-là. Fait que mon point, c'est qu'on n'a pas besoin de tracer ces diagrammes-là. À partir du moment où on sait que, par exemple, la barre BC pousse sur le nœud C, ça veut dire que la barre BC est en compression. Elle pousse aussi sur le nœud B à l'autre extrémité. On peut ne pas dessiner ce diagramme-là, puis simplement dessiner les diagrammes sur les nœuds. Même chose pour les autres barres, on n'aura jamais besoin de les tracer. Fait que là, on a tous les éléments nécessaires pour comprendre c'est quoi la méthode des nœuds. La première étape de la méthode des nœuds, c'est de trouver les forces externes, celles qui étaient en rouge. Habituellement, il y en a une partie qui sont fournies, mais pas tous. Puis là, tant qu'on ne sait pas faire l'équilibre de rotation, je ne peux pas vous demander de calculer les appuis de tous les murs, par exemple. Fait que soit que je vais vous en donner un, puis je vais vous faire calculer les autres par équilibre, ou je peux vous en avoir deux d'inconnus, mais un treillis qui est symétrique, par exemple. Fait que vous savez que c'est égal à chaque bout, des affaires comme ça.
Donc, on commence par trouver les forces externes. Après ça, on va choisir un des nœuds où il y a juste deux forces inconnues. Puis on va appliquer la méthode de travail habituelle sur ce nœud-là. Donc, on va faire le diagramme des forces, la somme des forces en X, la somme des forces en Y, puis l'algèbre. Puis on va trouver les deux inconnus en question. Dans mon exemple ici, tantôt, par exemple, j'aurais pu commencer avec le nœud A. Parce que si je connaissais la force externe en rouge, ben, j'ai seulement deux inconnus qui sont les forces en bleu. Je peux faire somme des forces en X, somme des forces en Y sur le nœud A. Puis je vais trouver la valeur des deux inconnus. Ça veut dire que je vais savoir de combien est la compression dans la barre AC, puis de combien est la tension dans la barre AB. Une fois qu'on a ça, ben, la tension dans la barre AB est la même à l'autre bout sur le nœud B, puis la compression dans la barre AC est la même à l'autre bout sur le nœud C. Fait que là, je peux passer au nœud suivant, puis ainsi de suite. C'est pour ça que je dis ici répéter pour chaque nœud, en commençant toujours par les nœuds qui subissent le moins de forces inconnues. Si vous voyez un nœud qui a 5 forces dessus, ben, gardez-les pour la fin, là, quand vous allez avoir identifié avec les autres nœuds une partie de ces 5 forces-là. C'est pour ça que je dis que chaque solution permet de réduire le nombre d'inconnus. Des fois, ça va arriver que, contrairement ici, où c'était assez évident de tracer le diagramme des forces, ici, j'avais une force vers le haut, qui était la force externe, fait que ça me prenait une force vers le bas. La barre AB ne pouvait exercer aucune force qu'une composante verticale. Fait que ça veut dire que nécessairement AC devait pousser avec une composante vers le bas. Puis là, je me ramasse avec une force vers la gauche, rien vers la droite. Fait que nécessairement, la barre AB devait tirer vers la droite. Fait qu'on sait avant de commencer les calculs que AC est en compression puis que AB est en tension. Mais des fois, ce ne sera pas évident de même. Par exemple, il va y avoir des angles aux deux forces. Les deux pourraient tirer ou pousser. C'est pas clair laquelle qui va le faire. Quand on n'est pas sûr, on ne peut pas déduire de façon évidente si une barre est en tension ou en compression. Alors, ce que je vous dis de faire dans ce temps-là, c'est premièrement, dites-les, je ne sais pas, donc je fais une hypothèse. L'hypothèse que vous allez faire, c'est que vous allez faire semblant que toutes les barres sont en tension. Donc, vous pourriez faire ça tout le temps, mais je vous demande de le faire juste quand c'est impossible de faire autrement. Donc, si l'hypothèse est bonne, puis que vous avez une barre en tension, ben, vous allez obtenir comme module, à la fin de votre calcul, une valeur positive. Si vous obtenez un module négatif, ça ne se peut pas un module négatif, ça veut dire que l'hypothèse était inversée. Donc, par exemple, si vous obtenez une tension de moins 3 kN, ben, ça veut dire qu'en réalité, la barre est en compression de 3 kN. Puis, l'étape 5, quand vous avez fait tous les nœuds sauf un, vous avez normalement trouvé toutes les réponses déjà. Le dernier nœud, il ne sert à rien. Mais faites le calcul pareil. Parce qu'en faisant le calcul pareil, vous pouvez confirmer vos réponses. Si vous savez d'avance c'est quoi la valeur de toutes les barres, puis vous arrivez à un nœud, vous faites la somme des forces en X, elle est supposée donner 0. Si elle ne donne pas 0, ça veut dire que vous avez fait une erreur en chemin. Vous pouvez le savoir. Vous pouvez détecter vos erreurs. Fait que faites-les. Elle est importante, cette étape-là. Alors, on va faire un exemple. Ici, j'ai un treillis pour lequel j'ai donné des dimensions en vert. Puis, j'ai donné deux forces externes. 5 kN à gauche, qui est, on va dire, l'appui d'un mur A. Puis 15 kN, qui est, on va dire, la neige sur le toit. Fait que, première étape, je veux trouver les autres forces externes, donc la force B. Je vais faire somme des forces en Y sur l'ensemble du treillis égale 0. Fait que je vais avoir 5 vers le haut, moins 15 vers le bas, plus B égale 0. Ce qui me donne que B égale 10 kN. Deuxième étape, je vais choisir un nœud où il y a juste deux inconnus. Les trois nœuds ont juste deux inconnus. Fait que, on va prendre le nœud A. Mon nœud A, diagramme des forces, j'ai pour commencer la force A de 5 kN. Je peux juste écrire 5 si vous voulez. Là, j'ai une force vers le haut. Ça va m'en prendre une obligatoirement vers le bas. La barre horizontale AB ne peut pas forcer vers le bas. Fait que c'est sûr que c'est AC qui va le faire. Fait que AC va pousser sur le nœud. Ça veut dire que AC est en compression. Puis là, maintenant, j'ai une force vers la gauche, je reviens vers la droite. Fait que ça veut dire que AB va tirer. AB va être en tension. Je peux aller l'écrire tout de suite, là. Tension, puis compression. Maintenant que j'ai ça, je vais faire la somme des forces en X sur le nœud.
égale 0. En x, j'ai AB vers la droite, moins AC cos de l'angle ici, qu'il faudrait que je trouve. J'ai un triangle rectangle ici, avec une hauteur de 2 puis 4 là. Fait que je vais faire tangente de 2 sur 4, c'est combien? Puis ça donne 26 degrés. 26,6 degrés. Je vais l'écrire ici aussi. Égale 0. Puis la somme des forces en Y égale 0. Je vais avoir A, qui est vertical. Ça, c'est mon 5 kN. J'aurais pu écrire 5 directement. Moins AC sin de 26,6 égale 0. Vu que j'ai 5 ici, je vais pouvoir trouver AC. Ça donne 11,18 kN. Je rappelle que c'est une compression. Puis là, mon AC, je peux aller le plugger là. Fait que je vais avoir AB moins 11,18 cos de 26,6. Donc AB égale 10,0 kN. Fait que là, j'ai déjà trouvé 2 des 3 inconnus. Fait que je continue avec l'étape 3. Je fais les nœuds suivants. Je vais effacer un petit peu, me faire de la place. Là. Fait que disons que je fais le nœud B. Parce que le nœud B, ça va être facile. Je sais que j'ai mon 10 kN vers le haut. Puis là, j'ai appliqué la même logique de tantôt. C'est-à-dire que BC doit être obligé de pousser vers le bas. Puis AB est obligé de tirer. Je sais déjà que AB tire est en tension. Je l'ai déjà obtenu. Puis je connais déjà AB qui est 10 kN. Fait que là, ici, j'ai quoi comme angle? Ben, j'ai 2 puis 2. Ça fait 45 degrés. Ici, j'ai 45 degrés, donc. Puis là, je peux juste faire la somme des forces en X ou en Y. Puis en X, je vais avoir, ça ici c'est BC. En X, je vais avoir BC cos 45 moins 10 égale 0. Puis en Y, même affaire, j'aurais eu 10 moins BC sin 45 égale 0. Fait que les deux devraient me donner la même réponse. Puis effectivement, c'est le cas. Ça fait 14,14 kN. Ça, c'était l'étape 3 là, de poursuivre avec les autres. Là, je vais vouloir illustrer l'étape 4. J'en ai pas besoin, j'ai déjà toutes les réponses, j'ai fini. Mais mettons que j'aurais voulu tracer le nœud C en commençant. Okay? Ben, je me serais compliqué la vie parce que j'ai ma force de 15 kN vers le bas. Puis là, j'ai deux barres qui peuvent tirer ou pousser. C'est pas évident laquelle va faire quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on fait une hypothèse, puis on dit que c'est une hypothèse. Donc, je fais semblant que les deux barres sont en tension. Je fais mes calculs avec ça. Puis là, si j'obtiens négatif, ben, ça veut dire que finalement, la barre était en compression. Là, ici, je ne vais pas faire les calculs au complet. Je vais juste vous dire que si je les faisais, j'obtiendrais que la barre AC a un module de moins 11,18 en tension. Ça se peut pas. Ça veut dire qu'elle est en compression de 11,18. J'obtiendrais aussi que BC est en tension de moins 14,14. Ça se peut pas un module négatif, donc ça veut dire qu'elle est en compression de 14,14 kN. Je vais me servir à nouveau du nœud C, mais pour illustrer l'étape 5, l'étape de vérification. Je sais qu'elle est en compression, puis je sais qu'elle aussi est en compression. Dans les faits, ils sont en sens inverse, les deux. Fait que je peux faire la somme des forces en X ou en Y, un des deux c'est assez, là, puis vérifier que ça donne bien 0. Donc, prenons la somme des forces en X égale point d'interrogation. Je veux vérifier si elle donne 0. Fait que ici, j'ai AC. Donc, AC en X, ça va être cos 26. Puis ici, j'ai BC. Cos 45. Fait que là, je vais mettre les valeurs numériques. AC, c'était 11,18. Fait que 11,18 cos de 26,6. Moins BC, c'était 14,14. Moins 14,14 cos 45. Combien ça donne, ça? Puis on pitonne, puis on obtient effectivement 0. Fait que ça confirme que toutes les réponses y étaient bonnes.
Alors, comme d'habitude, je vous laisse en terminer un certain nombre d'exercices. Premièrement, il y en a 5 qui sont dans le livre à la page 142. Puis en plus, je vais mettre sur Léa un document qui va contenir 12 autres exercices de treillis. Donc en tout, ça vous en fait 17. Dans les deux cas, je vais vous donner une instruction importante. Vous n'êtes pas capable à ce point-ci de calculer la réaction des appuis aux deux extrémités du treillis. Donc, ce que j'ai fait dans l'exemple dans mon vidéo, c'est qu'il y en avait qui étaient fournis, puis il y en avait une seule qu'il fallait calculer. Donc, ce que je vous donne comme instruction, c'est pour faire ces exercices-là, allez voir dans le corrigé quelle est la valeur de la réaction des appuis, puis faites semblant qu'elle était fournie dans l'énoncé. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de trouver la tension puis la compression dans chacune des barres. Pas d'être capable, pour l'instant, de calculer la réaction des appuis. Alors voilà.